Bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouveau webinaire, comment faire une étude de marché efficace. Aujourd'hui, on ne va pas tarder à commencer parce qu'on a beaucoup de choses à couvrir et donc c'est important de pouvoir commencer à temps pour s'assurer qu'on couvre tout. Je dois juste rappeler qu'il y a le chat qui est là si vous avez des questions. J'essaie pour qu'on gagne du temps, de ne pas laisser la possibilité de parler de vive voix. Et donc, utiliser le chat à tout moment. Je m'arrête de temps en temps pour pouvoir prendre les questions et puis répondre à vos questions. Je vous promets que je vais répondre à toutes vos questions le plus possible. Et puis, si je ne réponds pas aux questions pendant le webinaire, je vais certainement faire des suivis pour répondre à vos questions, pour s'assurer que toutes les questions sont répondues. Alors, n'hésitez pas à utiliser le chat pour pouvoir poser des questions ou faire des commentaires. Comme je dis tout au long, je vais m'arrêter là. Et donc, on va commencer tout de suite. S'il y a des gens qui sont en retard, les gens pourront nous rejoindre quand c'est possible. Comme je dis, il y a beaucoup de choses à couvrir un petit peu dans ce webinaire spécifique, donc pour s'assurer qu'on finit à temps et que j'arrive à couvrir tout ce que j'ai prévu de couvrir. Mon nom, c'est Rose Cathy Handier, je suis consultante en démarrage d'entreprise depuis plus de 15 ans. J'ai eu accompagné plusieurs entrepreneurs dans leurs projets d'entreprise, mais je suis aussi la directrice générale à Connectu Canada. Connectu Canada qui vous apporte ce programme ESSOR. Qui est notre programme en entrepreneuriat, qui est financé par la Fondation Trillium de l'Ontario, qu'on remercie officiellement ici pour leur support parce que grâce à leur financement, on est capable de vous apporter ce programme qui vous apporte l'accompagnement, surtout l'accompagnement individualisé, personnalisé dans vos projets d'entreprise, peu importe le niveau où vous êtes dans votre projet d'entreprise, on est vraiment là pour vous accompagner. Habituellement, on est dans le bureau. Jusque-là, avec le COVID, les bureaux étaient fermés, mais on va réouvrir la semaine prochaine. Donc, à partir de la semaine prochaine, on pourra recommencer à recevoir des gens au bureau. Pour leur projet d'entreprise, il faudra juste porter votre masque. Mais si vous ne pouvez pas vous rendre au bureau, c'est correct. Vous pouvez nous rejoindre par téléphone. On peut vous offrir l'accompagnement par téléphone pareil. Le numéro de téléphone, c'est 905-366-1017. Dans le programme ESSOR, donc, il y a plusieurs choses qu'on offre, des conseils gratuits et des conseils vraiment personnalisés parce qu'on a voulu utiliser le système un petit peu inverse que le système traditionnel qu'on connaît avec les programmes d'entrepreneuriat, où la plupart du temps, vous êtes inscrit, il y a une série peut-être de 12 semaines d'ateliers obligatoires. Tout le monde doit d'abord les suivre, peu importe votre niveau, peu importe votre projet, tout le monde doit suivre les mêmes ateliers pareils. Et puis c'est après maintenant que peut-être il peut y avoir du suivi. On a voulu prendre un petit peu une démarche inverse qui est de s'assurer que l'accompagnement que vous recevez est vraiment sur mesure. Oui, on met des thèmes d'atelier, mais même ces thèmes d'atelier ne sont pas obligatoires pour tout le monde. Comme ça permet aux gens de consacrer plus de temps à développer leur projet d'entreprise que de passer du temps dans des ateliers si ça ne vous sert à rien et si à la fin vous allez vous retrouver à la case départ. Comme ça, on s'assure que vous avez vraiment des réponses pertinentes aux questions personnelles auxquelles vous faites face. Alors, n'hésitez pas. Et puis, il y a aussi des gens qui ont des degrés de connaissances vraiment très différents et puis qui sont peut-être capables de piloter vraiment leur projet et parfois ont juste besoin peut-être d'un contact, ont besoin d'une référence. Ça aussi, ça fait partie de l'appui dont les gens ont besoin en démarrage d'entreprise. Donc, on est là quel que soit le niveau où vous êtes, comme j'ai dit. Donc, on offre cet accompagnement personnalisé, des conseils individuels qui sont gratuits. Notre but, vraiment, c'est d'appuyer la commercialisation, l'aspect de la commercialisation, parce que dans la catégorie d'entrepreneurs, on a constaté qu'il y a plusieurs qui ont démarré ou qui tout au moins ont déjà constitué leur projet, mais c'est juste l'autre étape qui est rentrer dans le marché et commencer à jouer comme tout le monde. Et donc, ou bien il y en a qui ont même démarré, mais
se retrouve à la situation où ben, je sais comment créer mon produit, je sais comment mettre en place mon service, mais maintenant, aller chercher les clients, aller vendre mon produit, c'est là où il y a aussi souvent beaucoup de difficultés qui font que la plupart de nos entrepreneurs n'avancent pas comme il faut. Alors, on va mettre beaucoup d'accent et puis on remercie vraiment assez la Fondation Trillium parce que les ressources qu'ils nous ont données, c'est les ressources qui vont nous permettre de travailler beaucoup là-dessus. Et cette année, c'est l'année où on va vraiment enclencher tous les outils qu'on a préparés et puis je vous encourage vraiment à utiliser le service. L'année dernière, on a mis l'accent sur donner l'information. Donc, on a fait des forums sur le financement d'entreprises ou la croissance d'entreprises et puis des réseautages aussi qu'on a organisés. Mais cette année, on veut vraiment aller dans le vif du sujet, qui est appuyer la commercialisation. On a fait un test en décembre, on a fait un petit marché, le marché de Noël. Il y avait eu 37 entrepreneurs à peu près qui ont participé et qui ont été très satisfaits comment ils ont vendu, ou même ceux qui ne vendaient pas, l'idée déjà de se faire connaître à des gens qui autrement peut-être ils n'auraient pas rencontré. Tout ça, ça fait partie de la commercialisation et l'appui à la commercialisation. Donc, à partir du mois prochain, au mois d'août, tous les mois, on va organiser le marché au Living Arts Center, qui est à Mississauga. Ici, c'est notre petit palais des congrès, si vous ne connaissez pas. Donc, les entrepreneurs pourront venir physiquement là, vendre leurs produits, présenter leurs services, mais on va aussi lancer la plateforme, une plateforme en ligne qui permet aussi aux entrepreneurs d'être listés là-dessus, de présenter leurs produits, présenter leurs services, se faire connaître. Et nous, en arrière, on va appuyer en termes de promotion de l'existence de ces entrepreneurs, de vraiment faire de la publicité. On va publier un catalogue tous les 3 mois et organiser d'autres activités, comme on a une excellente campagne qu'on prévoit vraiment qui va être enclenchée à l'automne pour appuyer les entrepreneurs. Alors, on vous encourage vraiment à venir utiliser le service parce que c'est vraiment pour vous et utilisez-le. 90% des activités sont gratuites. Il y aura peut-être quelques activités où il y a des petits frais parce que c'est normal. Par exemple, l'accès privilégié à des salons. S'il y a un salon d'affaires, un gros salon d'affaires qui se passe dans la ville, dans le GTA, et que parfois, on sait que pour les entrepreneurs, c'est pas évident, par exemple, de payer un kiosque seul à $1,500, $2,000 quand on est seul. Mais nous, on peut organiser, par exemple, si on sait qu'il y a 4 ou 5 entrepreneurs qui sont dans le même domaine, peut-être organiser qu'au lieu qu'un seul ait à supporter $2,000 et puis peut-être de prendre, de négocier un espace où plusieurs de nos entrepreneurs peuvent partager le même espace, ce qui peut revenir à payer juste $500 s'il y en a 4. Et puis, au lieu que c'est un seul qui est à payer 2,000, et ça permet que tout le monde peut utiliser cet espace-là et pouvoir bénéficier de ce genre de plateforme ou de ce genre d'occasion qui permet vraiment aux entrepreneurs de se faire connaître et de développer leur entreprise. Alors, c'est donc dans le cadre de ce programme qu'on a cette série. Parmi les choses qu'on offre aussi, c'est cette série d'éducation qui est une série c'était supposé des ateliers, mais avec le COVID, on les a transférés en webinaire, ce qui est une bonne chose en fin de compte, parce que ça permet que les gens peuvent participer dans le confort de leur emploi du temps et d'autres gens qui autrement n'auraient pas pu se déplacer pour venir physiquement dans notre bureau pour suivre l'atelier peuvent le suivre tranquillement. Ça nous permet aussi d'utiliser cet outil qui fait que ce qu'on discute ici, après, si vous voulez, après revenir le réécouter, vous pouvez le réécouter plus tard pour rafraîchir votre mémoire et puis de pouvoir avoir l'information. Et puis, vous pouvez faire des suivis à tout moment. Vous pouvez faire des suivis à tout moment pour pouvoir m'entendre. Quelqu'un dit que le son est coupé. Est-ce que vous m'entendez? Si vous pouvez écrire pour dire vous m'entendez. Est-ce que vous pouvez m'indiquer si vous m'entendez? Ou c'est juste une seule personne qui n'entend pas? OK, merci beaucoup. Alors, donc, c'est ça. Aujourd'hui, on a voulu, le thème que j'ai voulu aborder, c'est l'étude de marché.
c'est un thème très, très important parce que ce que j'ai constaté au fil des temps, parce que de l'année dernière à maintenant, on a déjà eu accompagné vraiment plus de 80 entrepreneurs. Et même dans l'accompagnement, parce que comme j'ai dit, ça fait plusieurs années que je fais ce travail. Ce que j'ai constaté, c'est que beaucoup de gens sautent l'étape de l'étude de marché. Et les gens sautent l'étape d'étude de marché parce que pardon, la plupart du temps, quand quelqu'un veut se lancer en affaires, 8 sur 10 personnes comprennent que pour se lancer en affaires, on a une idée, il faut aller voir un consultant, et puis tu développes-moi une étude, développe-moi un plan d'affaires, parce qu'on pense que c'est comme ça qu'on se lance en affaires. Tu as une idée, tu vas voir un consultant, c'est lui qui va tout définir pour toi, te donner un document et te lancer. Mais parfois, quand on va voir un consultant et il te demande 10 000 $, 15 000 $, ça fait peur. Et puis, on se dit, on laisse tomber cette partie-là, on va avancer tout seul. Ou alors, parfois, les gens se disent, ils sont confiants, ben, je connais mon métier, j'ai étudié là-dessus, peut-être j'ai 15 ans d'expérience dans ce métier, donc je suis capable de me lancer sans devoir faire une étude. Et la plupart du temps, quand on dit souvent 3 sur 5 entreprises qui démarrent meurent dans les 2 premières années, moi, je pense que fondamentalement, la chose qui manque et qui fait que les entreprises échouent, c'est parce que les gens ont sauté cette étape d'étude de marché, sauté même l'étape de faisabilité, qui est que je mentionne toujours, qui est l'étape capitale. Tous ceux qui réussissent en affaires, c'est les gens qui prennent la peine de suivre vraiment le processus normal qu'il faut pour développer, pour mettre en place son idée d'entreprise. Ça veut dire que tu dois passer à travers l'élaboration de ton idée, structurer ton idée d'entreprise, aller structurer, construire bien ton projet d'entreprise avant de lancer ton entreprise et maintenant gérer l'opération de ton entreprise. C'est ce que les gens font. Gérer l'opération d'entreprise, c'est ça qui se fait après qu'on a lancé. Mais avant le lancement, les 2 étapes importantes sont l'élaboration de son idée d'entreprise. Parce que quand tu as une idée, il faut que tu prennes la peine de t'asseoir et de la structurer. Avant maintenant de te lancer dans l'étape de construire ton projet d'entreprise. Et c'est dans l'étape de construire ton projet d'entreprise que tu vas vraiment aller tester ou confirmer la faisabilité de ton idée, de quelle façon ton idée peut se mettre en place. Et j'ai jamais vu quelqu'un qui réussit son projet d'entreprise et qui a sauté cette étape. Et je vous assure que ça vaut la peine de vous donner le temps de vous asseoir et de passer à travers cette étape. Si vous ne faites rien d'autre, prenez la peine de faire cette étape. Vous allez voir vous-même, vous allez vraiment vous remercier vous-même plus tard d'avoir pris la peine d'aller chercher cette information, de confirmer cette information, de voir exactement qu'est-ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qui se passe sur le marché? Alors, c'est pour cela que j'ai voulu qu'on s'arrête un petit peu parce que les thèmes qu'on a établis au départ, c'est des thèmes en fonction de l'expérience qu'on a vue et les conversations qu'on a avec les entrepreneurs jusque-là, de voir quels sont les thèmes qui peuvent vraiment apporter quelque chose aux entrepreneurs et pour pouvoir les aider. Dans ce webinaire, on va voir les 2 choses qui sont comment faire une étude de marché efficace. C'est vraiment pour moi de vous donner le secret qu'il y a parce que parfois les gens pensent que pour faire une étude, il faut passer des années là-dessus ou il faut dépenser plein d'argent là-dessus. En fait, non, pas vraiment. Il y a vraiment un secret très spécial qui n'est pas aussi spécial. Vous allez voir que c'est peut-être même quelque chose que vous saviez déjà, mais sans vous rendre compte que c'est ça qu'il faut en fait pour que vous ayez une étude de marché efficace. Mais ce qui est surtout important, c'est de comprendre pourquoi c'est important de faire une étude de marché. Pardon. Pourquoi c'est important de faire une étude de marché? Parce que avant de pouvoir d'abord aller dans le rappel, c'est vraiment important parce que, comme je disais tout à l'heure, les gens se lancent. Je prends souvent l'exemple d'une entrepreneur que j'avais encadré dans le passé, mais je l'ai encadré après. Mais ce qui s'est passé avant, c'est que c'est quelqu'un qui fabriquait les savons et puis allait vendre ses savons dans un flea market. Et il s'est avéré que juste 1 ou 2 mois après qu'elle a commencé à vendre ses savons, un acheteur de Walmart est passé par là et puis l'a rencontré et puis a sélectionné son savon
en disant, eux, ils veulent avoir son savon le distribuer. Et dans cet enthousiasme-là que, oh, j'ai décroché un marché chez Walmart, elle s'est lancée avec le contrat, Walmart lui a donné le contrat d'avoir son savon dans 70 magasins à travers le Canada. Donc, elle s'est juste lancée directement à voir comment je peux produire. Et puis, 7 mois après, elle n'a pas pu tenir, elle s'est écroulée. Pourquoi? Parce qu'arrivée à ce moment-là, elle n'a pas pris la peine de savoir, d'essayer de voir. Ça veut dire quoi devoir fournir mon savon à Walmart 70 et 70 magasins et de savoir que c'est sur elle que va reposer la livraison du savon, produire le savon, le livrer dans les magasins, superviser les inventaires chaque jour pour savoir dans quel magasin, combien ont été vendus, combien il reste, donc où je dois remplacer les inventaires. C'est pas Walmart qui va te dire, qui va aller dire aux gens que, ben, tiens, ils ont ton savon. C'est toi qui dois dire aux gens que mon savon est à Walmart. Donc, il faut que tu comprennes ce que ça veut dire et comment tu dois faire ta promotion, les coûts que ça prend pour produire. Et même là où elle habitait, de savoir que, ben, s'il faut aller livrer, il faut un service, système de livraison. Tout ça là et tout ça et tout ça là, parce qu'elle n'y avait pas pensé. Elle n'a pas pris la peine de savoir qu'est-ce que ça va prendre pour moi. Elle s'est juste jetée en se disant, bon, je vais fabriquer les savons et puis je vais envoyer, je vais fabriquer les savons, je vais envoyer. Et c'est là où petit à petit, toutes ces exigences ont commencé à la rattraper. Et petit à petit, elle était débordée. Mais pire que ne pas pouvoir tenir 7 mois après, elle s'est retrouvée en ayant pris beaucoup de poids à cause du stress, en ayant beaucoup de problèmes de santé et avec beaucoup de dettes. Beaucoup de dettes parce que c'est là où arrivé, là, elle a commencé à réaliser que ben, pour que je produise autant, ça va me prendre tant mon temps d'argent, il faut que j'achète le matériel, il faut que j'aille de l'autre côté et pour le déplacer, ça me prend des coûts et ainsi de suite, ainsi de suite. Ça, c'est juste un petit exemple pour illustrer comment parfois les gens se lancent, quand les gens se lancent à l'aveuglette en disant, ben oui, mais je connais le marché, je connais mon métier, oh, j'ai pas besoin, ou bien parce que quelqu'un t'a dit, je ne peux, pour que je fasse ton étude de marché pour toi, il faut que tu me payes et t'as pas d'argent, tu te dis, non, je m'en vais le faire moi-même. On se retrouve dans ce genre de situation. D'autres qui sont que peut-être tu t'es lancé parce que tu connais le métier, il y a 3 personnes qui t'ont dit qu'ils sont prêtes à acheter. Et puis tu te lances parce que tu as déjà ces 3 et tu te dis que ben, puisque j'ai ces 3-là, c'est correct, je vais, à partir de là, il y a d'autres qui vont venir, d'autres qui vont venir, mais sans être conscient du fait que les autres ne vont pas juste venir d'eux-mêmes là. Il faut qu'ils sachent même que tu existes. Il faut qu'ils soient capables de savoir si ton produit là, ils le veulent, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. D'où l'importance vraiment de devoir faire une étude de marché. Alors, il y a plusieurs études de marché qui existent. Il y a plusieurs façons de faire des études de marché. Il y a plusieurs raisons de faire des études de marché. Ce que je voulais rappeler d'abord, c'est à quel moment on a besoin d'une étude de marché. Évidemment, on a besoin d'une étude de marché quand on démarre son entreprise. On a besoin d'une étude de marché quand on veut lancer un nouveau produit, que ce soit dans votre boutique existante et que vous voulez ajouter un nouveau produit ou en termes généraux. Vous avez besoin d'une étude de marché aussi quand vous cherchez à augmenter vos ventes ou vos revenus, parce que c'est un changement majeur que vous allez imposer à votre entreprise. Il faut que vous compreniez si vous êtes prêt pour ça, si le marché est prêt pour ça, et si ça vaut la peine. De l'autre côté aussi, on a besoin d'une étude quand vous souhaitez compléter peut-être votre offre avec des services additionnels. Vous voulez ajouter des choses à votre service. Il faut voir si ça vaut la peine. Vous voulez changer le prix de vos produits, vous voulez opérer une expansion ou subitement vous voulez aller à l'international. C'est très important de devoir aller confirmer ces choses-là avant de se lancer. Ça, c'est le premier rappel que je voulais faire. Je veux faire 2 autres petits rappels qui sont juste des choses que je continue de répéter au début de chaque webinaire. Ce que je continue d'apprendre aux gens dans la série de nos webinaires, c'est d'être tout le temps conscient. Si vous ne retenez rien d'autre de tout ce que vous allez apprendre de ces webinaires, retenez ce slide qui est devant vos yeux. Les 3 principes de réussite pour toute entreprise.
le principe de faisabilité, le principe de rentabilité, le principe de viabilité. C'est ces trois principes-là qui doivent être réunis chaque fois pour qu'une entreprise réussisse et pour qu'une entreprise marche. Pardon. Comme je dis, dès qu'un des principes tombe, l'entreprise va tomber. La faisabilité, c'est là où vous allez vérifier que, votre idée d'entreprise, votre idée est réalisable. De deux, qu'il y a quelque chose de vendable là-dedans. Parce que si vous ne pouvez pas vendre ce que vous voulez mettre sur le marché, vous n'avez pas d'entreprise. Donc, si vous ne pouvez pas vendre, vous ne pouvez pas rentrer de l'argent. Et donc, de vous assurer que vous allez pouvoir générer des revenus avec toute cette activité où vous voulez mettre votre tête là-dedans et mettre toutes vos énergies, toutes vos énergies. Donc, c'est très important que le principe de faisabilité soit rempli et soit en place pour qu'on parle d'entreprise. Et une fois que vous avez vérifié le principe de faisabilité, il faut qu'il y ait la rentabilité. Il faut donc que l'entreprise arrive à générer assez de revenus pour couvrir et les frais de l'existence de l'entreprise, de l'opération de l'entreprise et vos frais d'existence à vous. Parce que, comme je rappelle, quand vous choisissez l'entreprise comme votre modèle d'accomplissement propre personnel, comme votre activité économique, vous êtes juste à l'opposé de l'autre personne qui a décidé de prendre un job quelque part, de travailler, de recevoir un salaire. Et quand la personne reçoit un salaire, le salaire doit être à la hauteur de subvenir aux besoins de la personne et de pouvoir continuer sa carrière jusqu'au bout. Et de la même façon que vous assurez quand vous êtes en entrepreneuriat, il faut que les revenus soient assez pour assurer que l'entreprise continue parce que c'est comme ça que vous assurez votre développement personnel, professionnel jusqu'au bout. Et de la même façon que vous ayez des revenus pour pouvoir subvenir à tes besoins individuels. Parce que c'est de là que tes revenus vont venir et c'est de là que tu vas c'est de ça que tu vas vivre, c'est de ça que tu vas faire vivre ton entreprise. Et si tu n'as pas assez de revenus, une des choses va s'écrouler. Une des choses, si les revenus sont pas assez pour te faire vivre l'entreprise, ça veut dire que tu tournes à perte. Et si tu tournes à perte, il n'y a pas de rentabilité, tôt ou tard, l'entreprise va s'écrouler. Parce que, ou alors tu vas devoir t'embarquer dans des dettes. Et ça, c'est pas une façon saine de gérer une entreprise si tu dois tourner à perte. Et donc, c'est très important de pouvoir assurer le principe de rentabilité. Et il peut arriver que la faisabilité soit là, il peut arriver que la rentabilité soit là, mais c'est aussi très important que la viabilité soit là. La viabilité est importante parce que, comme j'ai dit, tu choisis l'entrepreneuriat comme ton mode de développement économique, comme ton mode d'accomplissement professionnel. Et c'est par là que tes revenus vont générer pour couvrir la vie tout au long de ton existence, pour couvrir ta vie tout au long de l'existence de l'entreprise. Donc, il faut que les revenus qui sont gérés, ton activité soit une activité qui est capable de générer des revenus non seulement aujourd'hui, mais doit aussi générer des revenus de façon constante et de façon continue et se mettre à long terme dans la durée pour que tu puisses vivre de ça et que l'entreprise puisse aussi s'autofinancer pour que tu puisses t'accomplir personnellement et professionnellement. Et c'est vraiment les trois principes qui doivent être tout le temps en place pour que l'entreprise soit réussie et pour que on puisse parler vraiment d'une entreprise qui marche bien. Et tout au long, ces trois principes-là doivent être en place avant que tu démarres, parce que c'est ça qui te dit que tu as une entreprise à gérer, là. Tu as une entreprise à démarrer. Et ces trois principes doivent être aussi accomplis pendant tout au long de l'existence de ton entreprise. Et c'est très important d'être toujours conscient de ça. Si vous n'avez pas suivi, les détails sont dans le webinaire qu'on a fait. Y a-t-il un business dans mon idée d'entreprise? Vous pouvez réécouter ce webinaire-là et qui rentre dans les détails de tous ces principes-là. L'autre rappel que je fais, que j'ai aussi expliqué dans un webinaire passé, c'est celui-là, les 5 piliers à examiner pour la faisabilité de son idée d'entreprise. Ces 5 piliers-là, c'est ça qui vous suit justement dans le cheminement où vous êtes maintenant en train de construire votre projet d'entreprise, structurer votre projet d'entreprise. Dans ces 2 étapes, vous allez devoir examiner les intentions, le projet, le besoin, la capacité personnelle, la valeur du projet. C'est vraiment les 5 piliers.
Dans les intentions, comme j'explique tout le temps, il faut que vous soyez conscient des motivations. Pourquoi vous êtes en train de vous lancer en affaires? Pourquoi vous avez décidé de démarrer? Parce que c'est ces motivations qui vont vous guider dans ce que vous allez faire, à hauteur de jusqu'où vous devez aller, quelles sont les démarches que vous allez entreprendre, ainsi de suite. Est-ce que c'est parce que vous avez perdu un emploi et vous n'avez pas trouvé un autre emploi et vous décidez de mettre vos compétences et puis votre savoir-faire au service à votre propre compte? Est-ce que c'est parce que vous avez inventé un produit ou bien un procédé? Est-ce que c'est parce que vous avez vu quelqu'un qui fait quelque chose et que vous vous sentez capable de faire la même chose? Est-ce que c'est juste une opportunité qui s'est présentée autour de toi et que tu te dis que, ben, tiens, c'est quelque chose qui peut être intéressant et je m'en vais me concentrer à temps plein, à me mettre en propre compte pour exploiter cette opportunité-là, ainsi de suite. C'est très important de savoir parce que en fonction de cette motivation-là, ça dicte tout au long de la démarche que tu dois entreprendre. Il y a certaines choses que tu dois faire, certaines démarches que tu dois faire spécifiquement parce que la raison d'être de ton entreprise, la raison d'être pourquoi tu as démarré ton entreprise, c'est très important de devoir le savoir. Mais aussi, comme je dis, la motivation qui est même tous les jours de se lever tous les matins et d'aller faire ce qu'il y a à faire. Parfois, cette motivation tient du fait des raisons pour lesquelles tu as démarré ton entreprise. Et qu'est-ce qui va aussi te donner le discernement à un certain moment de pouvoir voir, évaluer les situations au quotidien, avoir l'honnêteté d'aller chercher de l'aide, ainsi de suite, ainsi de suite. Et c'est toujours en fonction des intentions. La deuxième chose, c'est effectivement l'idée, le projet lui-même. C'est très important de savoir qu'est-ce que tu veux faire. Est-ce que c'est un produit? Est-ce que ton idée va mettre sur le marché un produit? Qu'est-ce qui se vend exactement dans ton idée? Est-ce que c'est un produit? Est-ce que c'est un service? Est-ce que c'est une expertise? Croyez-moi, là, il y a beaucoup de gens qui se mettent en affaires et lancent leur business sans savoir si leur business est du côté d'un produit qu'ils vendent ou c'est un service, en fait, ou c'est une expertise que tu es en train d'offrir. Toutes ces questions-là, c'est très important de voir le définir parce que si tu ne sais même pas qu'est-ce que tu es en train de faire, comment tu vas savoir qui est ta clientèle? Et comment tu vas savoir à l'intérieur de ta clientèle, parce que les clientèles ont des composantes différentes. Si ton produit, est-ce que ton produit s'adresse aux enfants ou ça s'adresse aux adultes ou ça s'adresse aux personnes âgées? Est-ce que parce que ton produit peut être pour les êtres humains, mais lesquels? Est-ce que c'est les hommes? Est-ce que c'est les femmes? Est-ce que même si c'est les hommes, c'est les femmes, il y a un statut spécifique à ces gens-là, spécial. Donc, c'est très important de pouvoir prendre la peine de définir son produit, son service, ou c'est l'expertise, ou parfois, des gens aussi, des entreprises qui combinent les trois. Ou en même temps, il y a une expertise, un service et puis un produit. Il faut être très conscient de ça parce que ça va t'aider de savoir comment tu mets tout ça en marche et qu'est-ce qu'il faudra. Parfois, un produit apporte tout un lot de responsabilités, tout un lot de démarches, de charges, d'activités à faire. Un service, ça peut être complètement une démarche différente et la promotion, ainsi de suite, ainsi de suite, le service à la clientèle, après, ainsi de suite. Donc, c'est très important de savoir ce que tu mets sur le marché. La troisième chose, c'est effectivement le besoin. Le besoin, ben, on dit toujours aux entrepreneurs que ben, trouve un besoin, trouve une solution. Il y a un besoin, propose une solution. Comme j'ai expliqué dans les autres webinaires, oui, c'est ça l'entrepreneuriat, mais c'est tellement théorique que c'est un petit peu plus complexe que ça. Le besoin, il faut vraiment que tu ailles le concrétiser. Il faut que tu ailles savoir exactement quel besoin. Parce que le besoin a plusieurs facettes. Le besoin a, les êtres humains ont des comportements différents par rapport aux mêmes besoins. Tout le monde peut avoir le même besoin, mais comment on va chercher les solutions dépend d'énormément de paramètres autour d'un individu. Et c'est très important de pouvoir savoir ça. C'est ça qui va permettre de savoir quel est le produit et qui exactement a besoin et quel est le besoin auquel tu satisfais. Est-ce que c'est le besoin primaire ou le besoin secondaire de l'individu ou c'est plutôt un besoin d'existence ou un besoin d'estime de soi, et ainsi de suite. C'est très important de savoir qu'est-ce qu'il y a, quel est le besoin auquel tu veux répondre. La capacité personnelle, là, c'est vraiment toi, là.
Parce que tu vas être la ressource première de ton entreprise. Donc, il faut que tu saches qui tu es, de quoi tu es capable, qu'est-ce que tu es en train d'apporter sur la table. Et l'idée, c'est pas de dire que tu dois être expert en tout ou bien tu dois être capable de tout faire ou tu dois être parfait ou tu dois avoir plein d'argent avant. Non. L'idée, c'est au moins de savoir à l'heure actuelle, voilà où je me trouve, voilà ce que j'ai, ce que je n'ai pas. Et à partir de là, tu sauras les écarts que tu as à combler. Et comment tu vas les combler, ça prend plusieurs formes. Parfois, c'est des partenaires que tu vas ajouter dans ton business. Parfois, c'est des sous-traitants que tu vas aller chercher. Parfois, c'est que tu vas aller prendre un cours pour combler ces besoins. Mais c'est très important de savoir où tu te situes, toi, au moment où, par rapport à ton idée et au moment où tu es en train de vouloir mettre ton idée sur le marché. Le cinquième pilier, c'est la valeur du projet. Les gens sautent souvent cet aspect et je vous assure que c'est très important au moment où tu as ton idée, avant de démarrer, d'avoir une petite idée de quel est le minimum que tu peux générer. Et ça va te permettre de mieux faire tes prévisions budgétaires. Mais c'est très facile de pouvoir se donner une idée avant même de savoir tous les paramètres du marché, de s'asseoir vraiment, de se dire que une journée n'a que 24 heures. Si je dois produire 5 heures de travail et que en 5 heures, ça peut donner tant nombre de clients qui payent tant nombre, donc en une semaine, voilà potentiellement ce que ça peut rapporter. Et c'est vraiment très possible de pouvoir avoir pour tout business, de pouvoir avoir une idée de combien on peut générer. Ça te donne déjà une idée du point de départ. Alors ça, c'est les 5 piliers à examiner quand vous êtes en train d'examiner la faisabilité de son idée d'entreprise. Et il ne faut vraiment pas sauter ces étapes-là. Alors, ça, c'est les 3 rappels que je voulais faire. Maintenant, par rapport à ce rappel-là, l'étude de marché, en fonction de ce que j'ai dit, tourne souvent autour de, si on était dans la salle, j'allais vous poser la question, d'après vous, dans quoi l'étude de marché va se concentrer sur lesquels de ces piliers? En fait, l'étude de marché va se concentrer sur les 5 piliers, mais de façon différente. L'étude de marché va aller chercher l'information que tu vas aller chercher ne va pas regarder le pilier 1. Le pilier 2, c'est ça que tu dois savoir avant de te lancer dans ton étude de marché. Mais l'étude de marché va vraiment se concentrer sur le pilier 3. Et c'est ce que tu dois aller maintenant collecter l'information pour pouvoir examiner beaucoup de choses à l'intérieur qui te permettent d'aller confirmer ce que tu as identifié dans le pilier 3. Alors, là-dedans, généralement, quelle que soit la forme que l'étude de marché prend, la même façon comme j'expliquais dans un autre webinaire par rapport au type d'entreprise, que peu importe le pays où tu es, la province où tu es, ça prend différents noms et différentes formes, peu importe où tu es, quel est le cours que tu as pris pour faire une étude de marché, qu'est-ce qu'on t'a raconté. Voilà les 3 choses qu'on étudie dans une étude de marché. Tu vas regarder les acteurs par rapport à dans le marché où tu veux te lancer. Tu vas regarder les tendances, tu vas regarder l'environnement. C'est vraiment les 3 choses que tu vas devoir examiner. Et comme je dis, une étude de marché n'a pas besoin de prendre des années, n'a pas besoin de prendre même des mois. Parfois, en un mois, tu peux boucler ton étude de marché. La règle générale d'une étude de marché, c'est que tu vas aller examiner le marché, tu vas aller examiner toi-même et tu vas positionner ton projet d'entreprise. C'est vraiment l'exercice, la démarche. Le marché d'abord, et tu examines toi par rapport à ce que tu as entendu du marché, tu t'examines toi-même. Et puis maintenant, tu essaies de positionner, de voir comment ton projet d'entreprise se positionne par rapport à là. Donc, dans ces règles générales, à la fin, qu'est-ce que tu obtiens comme résultat? Ce que ça va aller confirmer pour toi dans l'exercice de l'étude de marché, c'est de voir, ce qu'on peut apprendre du marché dans lequel on se propose de se lancer, saisir sa part de ce marché. Parce que se lancer en affaires, ce que ça veut dire, c'est que c'est comme il y a un gâteau et tu veux aller prendre ta part du gâteau là-dedans. Mais il faut que tu saches comment tu vas aller te positionner dans l'échiquier qui est là. Il faut donc que tu arrives à aller comprendre le marché dans lequel tu vas aller te positionner.
Et il faudrait qu'à la fin, tu sois capable de répondre à cette question-là, qui est comment tu vas te positionner et comment tu vas saisir ta part dans ce marché qui est ouvert. Et une fois que tu as fini de confirmer les éléments et qui te disent comment tu peux saisir ta part de marché, l'autre chose, c'est que l'étude de marché va te permettre donc d'établir les hypothèses pour la réalisation de ton idée d'entreprise. Une fois de plus, comme je dis, tu es là à la période d'examiner la faisabilité de ton idée, tu n'es pas encore lancé. Donc, tu es en train de tester le marché, tu es en train de confirmer comment ton idée se positionne et si ton idée doit marcher, dans quelles conditions et dans quels critères ton idée doit marcher. L'étude, donc, va te permettre, de savoir comment tu vas te positionner, si tu peux aller saisir ta part dans ce marché. Et une fois que tu le sais, maintenant, tu vas émettre des hypothèses pour la réalisation de ton entreprise. On va voir les détails tout à l'heure. Et une fois que tu as établi des hypothèses, ça te permet de devoir maintenant faire des choix réalistes et appropriés. Quant aux stratégies à prendre, les stratégies que tu dois prendre pour pénétrer ce marché-là, ou pour te positionner dans ce marché-là pour réellement prendre ta place. Et ensuite, maintenant, tu vas sortir les éléments pertinents qui aideraient à établir un budget prévisionnel. Et c'est à partir du budget que tu peux maintenant voir comment tu te lances. Et c'est pour cela que je vous disais tout à l'heure que l'étude de marché est vraiment cette composante capitale. Parce que c'est à partir de là que tu as des vrais éléments qui te permettent maintenant de t'asseoir, de commencer à penser comment tu vas te lancer. Et c'est très important de se donner la peine de passer à travers cet exercice-là. Je vous assure que vous allez être ravis d'avoir passé à travers cet exercice-là. Ça veut donc dire quoi quand on parle de voir ce qu'on peut apprendre sur le marché dans lequel on se propose de se lancer. Souvenez-vous, je vous ai dit que quand on est en train de vérifier la faisabilité, ce qu'on vérifie, c'est un, est-ce que mon projet est réalisable? Deux, est-ce que j'ai quelque chose qui est vendable? Parce que c'est bien beau d'avoir une idée, mais si les gens ne sont pas prêts, les gens peuvent avoir besoin de ça, mais ils ne sont pas prêts à payer pour l'avoir, tu n'as pas d'entreprise. Et si maintenant il arrive que les gens sont prêts à payer, dans quelles conditions ils sont prêts à payer? À combien ils sont prêts à payer? Alors, c'est très important de devoir aller vérifier l'opportunité commerciale. C'est ce que ça s'appelle. Tu vas aller vérifier cette opportunité commerciale qui se présente sur le marché par rapport à ton idée. Donc, ton étude de marché te fera donc répondre aux questions, entre autres des questions auxquelles tu dois répondre. C'est quels sont les besoins exacts, actuels et futurs du marché par rapport à ton produit. Les besoins identifiés sont-ils couverts déjà ou par d'autres personnes? Si oui, comment? Et puis, le plus, c'est-à-dire ce que toi, tu penses que tu es en train d'apporter en plus sur le marché, est-ce que ça va te permettre de prendre une place suffisante sur le marché? Et si le marché est suffisamment important pour accepter une nouvelle venue, une nouvelle personne, qui est toi par rapport à ce que tu proposes donc? Et puis, si l'évolution du marché va te permettre d'envisager un projet à long terme. C'est parmi les questions, il y a plein d'autres questions qu'on peut se poser, mais souvent, il faut juste choisir dans le besoin du webinaire de pouvoir voir les questions essentielles. Ça, c'est des questions que tu vas aller examiner quand tu es en train de faire ton étude de marché et que tu veux vérifier l'opportunité commerciale vraiment de ton projet, qui est si ton projet est réalisable, s'il est vendable et si ça peut générer les revenus. Et c'est les questions que tu vas devoir mettre sur le papier parce que l'étude de marché, c'est vraiment que tu as des questions précises et tu vas chercher les réponses là-dessus. Alors, comment ça se fait? Ça se fait de deux façons. D'une façon, vous allez voir de l'autre côté, qu'est-ce que le marché est en train d'offrir et de l'autre côté, c'est quoi les contraintes auxquelles vous pouvez vous confronter. Comme j'ai dit, la première partie, le marché, vous allez examiner qu'est-ce que le marché a. Ensuite, vous examinez vous, où est-ce que vous en êtes et ensuite votre projet lui-même et comment le projet donc se positionne. Vérifiez les contraintes auxquelles vous pourrez vous confronter. C'est par rapport à vous-même. Vous avez fini de prendre les formations sur le marché, sur les besoins, qu'est-ce qui se passe, quelle est la dynamique sur le marché actuel
Est-ce que ce que je fais se fait même des gens? Et s'ils le font, comment ils le font? Quelle est la part même du marché? Combien il y a de, si c'est une boutique, par exemple, que tu veux lancer, combien de boutiques similaires il y a là-dehors? Pourquoi il y en a? Quelle est la population, même dans la ville où je vis? Et si c'est un marché spécifique que je cherche, combien de gens, combien de personnes il y a dans la population où je suis? Ainsi de suite. C'est toutes ces questions-là que vous examinez. Mais côté de marché, vous revenez vers vous. Est-ce que votre projet est cohérent avec la réalité du marché? C'est ce que vous allez devoir mesurer. Donc, par exemple, si c'est que vous habitez à, je sais pas moi, Stone Creek, et que vous regardez une ville comme Stone Creek, et que vous prenez la population, vous avez décidé d'ouvrir une boutique, une boutique de produits exotiques, et vous habitez dans une ville qui a peut-être, je sais pas, c'est quoi la population, 100 000 habitants, et sur 100 000 habitants, il n'y a que peut-être 500 personnes ethniques qui sont là. Et ça, 500 personnes habitent à 5-10 kilomètres l'une de l'autre et que toi, tu veux lancer une boutique. Ça te fait réfléchir un peu sur ton projet d'entreprise. Ça ne veut pas dire forcément que ton projet d'entreprise doit être abandonné. Mais ce que ça te donne, c'est que maintenant, ça va te permettre d'aller, quand tu vas émettre des hypothèses, ça va te permettre de t'asseoir, de commencer à voir que peut-être que la boutique que tu veux ouvrir, au lieu d'avoir une boutique, une boutique simple où les gens doivent venir, c'est peut-être que tu dois mettre un service de livraison ou que tu n'ouvres même pas la boutique, mais tu mets plutôt l'argent à mettre une camionnette où tu vas livrer les gens. Et si tu dois aller livrer les gens, est-ce que tu peux livrer tous les jours ou il faut que ce soit un jour par semaine et tout le monde sait que de ce côté, si à l'est, ils reçoivent le mardi, à l'ouest, ils reçoivent le mercredi, au centre, ils ont le jeudi, ainsi de suite. C'est comme ça que généralement cette information est utilisée pour permettre de vraiment émettre ces hypothèses, de voir comment tu vas amener ton idée d'entreprise. Je continue souvent de rappeler que l'idée, c'est pas que parce que tu vas trouver qu'il n'y a que 500 personnes et que dans ce cas, il faut que tu abandonnes tout de suite. Non, l'idée, c'est de voir que s'il y a 500 personnes, comment je dois donc amener mon idée d'entreprise pour que ça puisse fonctionner et que ça puisse marcher et que ça puisse apporter les résultats qu'il faut. Et l'autre question, c'est ai-je tout ce qu'il faut pour mener ce projet? Là où je disais que tu examines toi-même par rapport à ce que tu as trouvé sur le marché. Si, par exemple, en étudiant sur le marché une fois de plus, les choses que tu as trouvées, par exemple, je reviens sur ce côté de Stone Creek et que les gens sont dispersés, c'est très difficile qu'ils viennent vers toi ou bien ça ne vaut pas la peine si c'est que s'ils doivent venir vers toi, tu ne peux avoir que peut-être 2 clients par jour. Ça ne vaut pas la peine d'aller prendre toute une boutique, payer le loyer, tous les frais de gestion d'une boutique si tu ne vas recevoir que 2 clients. Mais est-ce que maintenant, si tu dois aller de l'autre côté ou c'est toi qui dois aller vers les clients, est-ce que tu as une voiture? Et si tu as une voiture, est-ce que tu as la bonne voiture? Est-ce que ça prend une camionnette ou un truck? Ainsi de suite, ainsi de suite. C'est généralement comme ça que les questions, s'agencent et puis tu poses les bonnes questions pour que tu puisses avancer dans la planification de ton projet. Pourrais-je faire face à toutes les éventualités naturelles ou non, maintenant et à l'avenir qui pourraient nuire à la réussite du projet? Je pense qu'il n'y a rien de mieux que l'histoire du Covid où on vit en ce moment pour illustrer comment parfois il y a certaines éventualités qui arrivent et qui modifient le comportement d'une entreprise, qui modifient une idée, qui est donc de savoir s'il y a, par rapport à ton secteur, par rapport à ton marché, ce que tu as découvert là, au moment où tu étais en train d'examiner cet aspect. Ce que tu as découvert là, il y a peut-être certains points qui t'ont fait te poser des questions. Et c'est à toi d'examiner, peut-être qu'il peut y avoir une difficulté là. Je prends l'exemple des gens qui sont dans non, le meilleur exemple que je peux prendre, c'est par exemple la dame qui a, je ne sais pas si vous la connaissez, la dame qui a lancé Bytopia. Et puis, dans ce qu'elle explique dans son démarrage, c'est qu'au départ, quand elle était en train de faire justement son étude de marché planifié,
Ce qu'ils devaient faire au départ, c'était de faire une entreprise qui importe le caviar, et puis qui exporte le caviar. Et juste au moment où ils étaient en train de commencer à planifier le lancement, la législation a changé au niveau aux États-Unis qui interdisait maintenant l'importation du caviar de certains pays. Et du coup, ça a bloqué leur idée. Là, ils ne pouvaient plus faire venir le caviar du pays qu'ils ont identifié parce que les États-Unis ne permettaient plus. Et là, à ce moment, il a fallu qu'ils fassent un ajustement et de voir quels sont d'autres produits dérivés. Donc, parfois, c'est ça qu'il y a. Ça peut être une législation qui peut arriver, qui modifie ce que vous étiez en train de planifier. Ça peut être que c'est peut-être subitement la population a gonflé. Peut-être que vous étiez en train de prévoir qu'il n'y aura que 100 personnes et puis du coup, il y a un flux d'immigration ou un constructeur, un développeur vient juste construire plein de maisons et puis en l'espace d'un an, la population double. Et puis du coup, vous avez 2 fois le nombre de clients. Est-ce que vous allez être capable de desservir tout ce monde-là? Donc, les questions sont souvent dans les 2 sens, les opportunités et les risques qu'il y a. Et c'est très important de devoir vérifier. C'est ces aspects-là que vous allez aussi continuer à vérifier. Et comme je dis, une fois que vous avez fait examiner ce qu'il y a sur le marché, examiner vous-même, c'est là que vous pouvez commencer à émettre des hypothèses. Quels sont les choix stratégiques que vous allez devoir faire et votre budget prévisionnel? Les hypothèses sont au niveau, par exemple, quel est le prix, le produit, le service? Est-ce que le produit, il doit rester comme tel, comme vous l'avez pensé initialement, ou vous allez devoir penser à le modifier un petit peu? Et le prix, est-ce qu'il est pareil? Le marketing, comment il va se faire? La communication, parce que vous avez parlé aux gens, ils vous ont dit un petit peu comment il faut, comment eux, généralement, ils reçoivent le produit, ils reçoivent le service. Vous avez examiné peut-être la concurrence, comment d'autres personnes qui se sont lancées avant vous, comment ils font leur business, et ça vous indique un petit peu qu'est-ce qui se passe, la distribution, le réseau, toutes les questions, tous les choix stratégiques que vous devez faire dépendamment du type d'entreprise que vous lancez. Et c'est là où vous allez commencer à émettre des hypothèses. Votre budget prévisionnel, c'est là que vous allez commencer à l'établir, commencer à avoir une petite idée de ce que ça peut vous coûter de mettre sur pied cette entreprise. Qu'est-ce qu'il faudrait, qu'est-ce qu'il ne faudra pas. Et c'est vraiment à ce moment-là que vous commencez à voir si votre idée tient debout, comment ça tient debout, comment ça pourrait tenir debout sur le marché. Là, vraiment, c'est la façon générale d'aborder une étude de marché. Et partout ailleurs, c'est comme ça qu'on aborde l'étude de marché. Mais quand on parle maintenant de le but de notre webinaire ici et ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, qui est comment donc être efficace en faisant cette étude de marché. C'est qu'on doit revenir au cœur de ce qui est la question centrale quand vous êtes en train de lancer votre entreprise. La question centrale qui doit vous guider dans toutes ces étapes, c'est vraiment ça le secret de l'efficacité d'une étude de marché. Pourquoi doivent-ils acheter chez moi? C'est toujours la question. Parce que la plupart du temps, oui, c'est l'erreur que les gens quand même ne se posent pas la question. Quand tu te lances en fait, tu démarres une entreprise, il faut toujours se souvenir c'est l'aspect capital et c'est l'aspect que tu as, toi. Peu importe le service, même si d'autres l'ont déjà fait, si les autres ne l'ont pas fait parce qu'ils ont échoué, c'était pas possible, c'est quelque chose de nouveau, ainsi de suite. Il y a toujours cette question qui est, oui, les gens sont souvent prêts à acheter, mais pourquoi ils viendraient chez toi et pas l'autre? Dans un autre webinaire, j'ai pris l'exemple de répondre aux besoins, parce que quand on dit en entreprise, on répond à un besoin. J'ai parlé du besoin les gens consomment le café ou le besoin d'alimentation, mais surtout ce besoin, les gens consomment le café. Presque 8 personnes sur 10 consomment le café. Et je prends souvent l'exemple de l'angle de Young et Carlton, Young et College, où là, ce qui m'a toujours frappé, c'est qu'au même Carrefour, là, tu as Tim Hortons, tu as Starbucks, tu as McDonald's, et puis tu as un hôtel qui est là avec un restaurant en bas. Qu'est-ce qui va faire que pour le même besoin de consommer le café, quelqu'un va aller l'acheter à $4 à Starbucks, alors qu'il peut être à 99 sous à McDonald's,
Et l'autre va aller l'acheter à $1 quelque chose à Tim Hortons, alors qu'il peut l'acheter à 99 sous chez McDonald's. Il y a quelque chose de particulier que chacun rend, et c'est ça qui fait souvent l'offre que tu es en train de mettre, c'est ça ta proposition sur le marché. Et c'est toujours très important en tant qu'entrepreneur de se poser la question de savoir pourquoi il viendrait acheter chez moi. Donc, quelle est la plus-value? Qu'est-ce que je suis en train d'apporter de plus? Est-ce que je veux juste être comme les autres? Mais même si tu décides que tu vas être comme les autres, peut-être que c'est pas ton produit qui va être différent, mais peut-être c'est ton approche qui va être différente. Peut-être que c'est l'emballage qui va être différent. Peut-être que c'est ton slogan qui va être différent. Peut-être que c'est le service à la clientèle qui va être différent. Il y a quelque chose de spécial chez toi que tu es en train d'amener et il faut que tu sois capable de le connaître. Et c'est pour cela que j'ai dit parler des intentions. Que c'est très important de comprendre l'intention. Pourquoi tu te lances en affaires? Qu'est-ce qu'il y a derrière ton business que tu es en train d'amener? Parce que c'est ça qui va te positionner tout au long. Et c'est là donc de se poser la question de savoir pourquoi doivent-ils acheter. Et là, ça facilite en fait ton étude de marché. Quand tu vas maintenant te lancer dans ton étude de marché. Souvenez-vous, j'ai dit qu'il y a 3 choses qu'on examine. Mais ces 3 choses maintenant, quand on les simplifie, où tu n'as pas besoin d'aller en général et tu veux aller de façon plus concrète, voilà comment maintenant tu vas le simplifier. Ce que tu vas examiner, tu vas analyser l'industrie. Ça va te permettre maintenant de voir, parce que ça devient juste une question de, tu es en train de te positionner en amenant ton business, c'est juste une question de positionnement. Tu vas maintenant examiner l'industrie et là, tu vas devoir voir qu'est-ce qu'il y a dedans, ainsi de suite, ainsi de suite. Les clientèles ciblent la concurrence. Et quand tu te poses donc la question de savoir qu'est-ce que moi je suis en train d'offrir de spécial, pourquoi ils doivent venir chercher, pourquoi ils vont devoir venir chez moi au lieu d'autres personnes. Quand tu vas obtenir toute cette information par rapport à l'industrie, ce que tu vas aller chercher, c'est, par exemple, quelle est la taille de ton industrie. C'est très important de savoir dans quelle industrie. Est-ce que c'est une industrie de 30 milliards de dollars ou c'est une industrie de 10 millions de dollars? Est-ce que c'est une industrie qui est petite? Et quel est le taux de croissance? Cette information existe. C'est une industrie qui est en train de croître ou c'est une industrie qui est en train de reculer? De reculer. Est-ce qu'il y a un potentiel là-dedans? Il faut que tu aies toute cette information. C'est quoi les tendances actuelles dans cette industrie? Je prends l'exemple de pour aller voir c'est quoi les tendances. L'exemple bête qui est souvent l'exemple un peu extrême que je prends. Quelqu'un qui a pris tout ce temps à faire la photo, qui fait des photos dans le temps pour donner quand tu étais photographe, à ton studio les gens viennent dans ton studio pour devoir se prendre des photos et puis tu vas développer un film où tu vas devoir attendre 1 semaine, 2 semaines pour donner les photos à la personne. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a d'autres tendances dans cette industrie-là? Il y a des tendances où, au lieu que tu aies un studio, les gens viennent chez toi, c'est toi qui vas vers les gens. Tu peux avoir des spécialités que toi, peut-être que tu ne couvres que les mariages, peut-être tu ne couvres que les photos pour les magazines, ou peut-être tu ne fais que ci et ça et ça, ainsi de suite. Donc, sachant ça là, il faut que tu vois les tendances. Est-ce que les tendances se prêtent à ce que toi tu as en tête? Et c'est très important de devoir à examiner ça. C'est quoi les particularités qu'il y a dans cette industrie-là? Chaque industrie a ses choses. Est-ce que les particularités sont différentes d'une province à une autre, d'une ville à une autre, d'un pays à un autre, dépendamment de là où tu veux te positionner? C'est très important d'aller le chercher. Est-ce qu'il y a des variantes dans cette industrie-là? Parce que souvent, il y a une industrie, il y a des sous-industries à l'intérieur, ainsi de suite. Et en fonction des variantes, tu peux voir que ça peut te donner des marchés différents et des possibilités différentes. Et maintenant, quand tu as cette information, ça peut te permettre de savoir, par rapport à cette industrie-là, je vois que moi, je me rapproche plus de ce côté ou plus de l'autre côté. Et s'il faut répondre à quelque chose qui manque, et moi, j'interviens plus de ce côté-ci. Et là, ça te donne une idée concrète petit à petit comment tu te positionnes dans ton industrie.
Et aussi en termes de taille, est-ce que tu veux aller dans les grands joueurs? Mais si c'est les grands joueurs, il faut que tu saches comment ces grands joueurs-là se comportent, qu'est-ce qui se passe. Si c'est des moyens ou des petits joueurs, où est-ce que tu te positionnes là? Et c'est très important de devoir donc aller chercher l'information de cette façon. Je vois qu'il y a des questions. Est-ce que la présentation est enregistrée? Oui, la présentation est enregistrée. Vous pouvez la réécouter autant de fois que vous voulez après. La façon de rentrer pour l'écouter, c'est juste vous rentrer de la même façon que vous étiez rentré pour écouter le live. Après, quand on finit, vous pouvez rentrer à nouveau pour pouvoir réécouter. Et l'autre question, c'est, peux-tu répéter les trois principes que j'avais cités au début? La meilleure façon, ça serait d'aller écouter le webinaire sur y a-t-il une idée d'entreprise? Y a-t-il un business dans mon idée d'entreprise? Ce webinaire-là vraiment rentre en détail, en détail de ce qu'on avait expliqué, qui explique tous ces trois principes-là et comment ils se manifestent. L'autre question, c'est comment peut-on trouver cette information sur l'industrie? Je vais arriver à ça. Je vais arriver à ça tout à l'heure. Vous inquiétez pas. Alors, c'est vraiment cette information-là qu'on peut aller. Et je vous assure que c'est très important d'aller obtenir cette information sur l'industrie parce que ça te permet de savoir comment tu te positionnes. Et comme j'ai dit, ça ne prend pas des semaines. Cette information-là peut être obtenue en moins d'une semaine. Toute cette information que j'ai listée là. L'autre côté, donc, vous irez chercher les clientèles cibles. Dans les clientèles cibles, bien sûr, vous devez aller apprendre sur les clients cibles, sur le plan socio-économique, sur le plan géographique, sur le plan intrapersonnel. Sur le plan socio-économique, c'est très important aussi de savoir qui sont vos clients. Est-ce que c'est des gens qui ont un pouvoir d'achat? Ça veut dire, est-ce qu'ils travaillent? Et puis qu'ils travaillent, c'est quoi leur niveau de revenu? Là où vous êtes en train de vouloir viser, soit installer vos services ou à qui vous voulez offrir vos services. Habituellement, c'est quoi leurs habitudes? C'est quoi leurs habitudes d'achat? Géographiquement, ils se situent où? Est-ce qu'ils se situent là où vous êtes? Ils se situent ailleurs? Et puis, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'est-ce qu'ils sont? C'est les hommes et les femmes. Et puis, si c'est les hommes et les femmes, combien il y en a dans votre localité? Et toute cette information-là existe. Et c'est vraiment très important de pouvoir savoir qui ils sont, comment ils se comportent, quel est leur niveau de revenu. Oui, ça, c'est souvent très important. Et puis, quand ils vont acheter chez les autres personnes, parfois même vous pouvez aller jusqu'à voir pourquoi ils achètent chez les autres personnes, qu'est-ce qui les motive, est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique là-dessus. Et parfois, c'est des choses que vous pouvez obtenir soit en leur parlant, soit en observant, mais il y a aussi des données qui sont publiées qui peuvent vous donner toute cette information-là, de savoir comment vous définissez votre client. Mais une des choses capitales que j'ai dit au début, dont il faut se souvenir, vous ne pouvez savoir qui est votre clientèle cible que si vous avez bien défini le besoin auquel vous voulez répondre. Et donc, c'est très important de savoir le besoin auquel vous voulez répondre pour que vous alliez voir maintenant quelle est votre clientèle. Et quand on parle, l'exemple courant qu'on prend au niveau de savoir les habitudes d'achat, c'est ce qu'on appelle par exemple les critères intrapersonnels. L'exemple, c'est par exemple les gens qui lancent la lingerie. Je ne sais pas si vous avez jamais constaté pourquoi les magazines de femmes ont beaucoup de publicité sur la lingerie masculine. Pourquoi on met beaucoup de lingerie masculine, les montres, les accessoires des hommes? Parce que les études prouvent que les habitudes d'achat dans un foyer, les choses comme les sous-vêtements, c'est généralement la femme qui décide. Et donc, l'homme, là, les magazines les magazines pour les hommes, ce que tu vas trouver beaucoup plus là-dedans, c'est souvent les publicités sur les golfs, les voyages, des choses comme ça. Mais dans les magazines de femmes, tu trouves beaucoup de choses aussi qui sont
beaucoup plus pour les hommes, qui sont pour la famille. Si vous regardez au niveau de la télé, observez le positionnement des publicités. Quelle publicité est positionnée pour quelle émission et quelle publicité est positionnée à quelle heure. Parce qu'on regarde au niveau des habitudes qui est à la maison à quelle heure et qui écoute telle émission et on positionne telle et telle chose. Généralement, c'est aussi ça, comme j'ai dit tout à l'heure, que l'étude de marché va vous permettre de devoir faire des choix stratégiques. Et les choix stratégiques, vous les faites parce que vous comprenez votre clientèle. Et parfois aussi, on peut se tromper en se disant, bon, qui est la clientèle? Peut-être l'utilisateur est l'utilisateur, mais le client peut être différent. Et parfois, pour certains produits, le client, quand tu es en train de développer ton entreprise, c'est de savoir qui achète, qui fait la dépense, qui prend la décision de la dépense. Et parfois, la personne qui prend la décision de la dépense n'est pas forcément la personne qui va utiliser le produit ou qui va utiliser le service. Alors, c'est vrai que c'est très important de se donner la peine d'aller définir qui est le client cible réellement. Le client cible, c'est celui qui va acheter. Parce que c'est généralement l'erreur que les gens commettent. Toi, quand tu es en train de bâtir l'entreprise, il faut que tu aies en tête qui achète ce que tu mets sur le marché. Et de pouvoir savoir si la personne qui achète est différente de la personne qui utilise le produit. Comme vous savez, que ce soit l'alimentation, les enfants, c'est pas eux qui décident, c'est les parents. Donc, quand bien même tu es en train de créer un produit pour les enfants vont être que les utilisateurs, mais ton acheteur va être peut-être la maman, va être le parent. Et donc, c'est très important de comprendre que c'est sur le parent que tu dois te concentrer et faire ton étude, quand tu es en train de faire ton étude de marché, d'analyser le parent, les comportements du parent. Et là où les gens commettent souvent l'erreur au niveau de la clientèle cible, c'est souvent ça. Qui est parce que ton utilisateur est le bébé, tu vas commencer à examiner combien de bébés, oui, mais qui va acheter, c'est ça qui est plus important. Alors, c'est ça que tu vas donc examiner et c'est des choses que tu examines parce que tu es dans l'état d'esprit de l'achat. Tu es en train de vendre quelque chose, donc qui va acheter, pourquoi ils doivent acheter chez moi. L'autre aspect important que tu examines, effectivement, c'est la concurrence. Quand tu es en train de faire une étude de marché, une des plus grandes places où tu vas apprendre tout ce que tu veux apprendre sur ton marché, ton produit même que tu es en train de bâtir, c'est le comportement de la concurrence. Ceux qui se sont lancés avant toi là dans le domaine, il faut que tu aies examiné les caractéristiques, leurs forces, leurs faiblesses. Pourquoi ils agissent comme ils agissent? Qu'est-ce qu'eux, ils utilisent comme appareil? Qu'est-ce qu'ils utilisent comme méthodologie? Pourquoi ils sont en train de vendre ici et là? Parfois, la question qu'on a dans ce genre de présentation, c'est, mais si c'est que personne n'a jamais fait ce que moi, je suis en train de faire. C'est pas possible. Parfois, c'est pas forcément que quelqu'un n'a jamais fait. Il y a d'autres qui ont essayé, mais qui n'ont pas. Et ceux-là qui n'ont pas abouti. C'est toujours important aussi d'aller apprendre pourquoi. Qu'est-ce qui a bloqué? Et donc, c'est très important de devoir aller analyser vraiment ces aspects-là et puis de comprendre qu'est-ce qui se passe au niveau de la concurrence. Ça va te permettre de comprendre pourquoi le produit est positionné tel qu'il est positionné, parce qu'il y a une vérité quand même sur le fait que si depuis 50 ans, les gens font les choses d'une certaine façon, il y a une part de vérité là-dedans. Ils sont pas bêtes. C'est pas qu'ils ne veulent pas faire mieux ou ils ne peuvent pas faire plus. Mais si c'est le cas, il faut que tu aies confirmé que c'est vraiment le cas. Que peut-être c'est parce qu'ils sont juste bêtes, ils sont ignorants, ils sont pas capables. Mais au moins, tu sauras que c'est pour cette raison-là qu'ils font des choses, la façon dont ils le font. Ça va aussi te donner une idée sur le comportement parce que tu peux apprendre sur le comportement de tes clients potentiels sur ce que les concurrents font. Si le concurrent, après tout ce temps, continue de présenter le produit de cette façon, c'est peut-être que les gens qui généralement consomment ou achètent ce produit, c'est comme ça que ces gens aiment recevoir le produit, aiment recevoir le service. Mais il faut quand même savoir que l'idée, c'est pas que tu vas venir faire comme ça. C'est pas aussi que si toi tu as une idée qui innove et que tu veux te positionner, tu ne peux pas te positionner.
Mais comme j'ai dit, l'idée, c'est que ça te permet de faire des choix stratégiques. Parce qu'au moment où tu vas devoir maintenant positionner ton produit ou positionner ton service, et que toi, en fait, ce que tu essayes d'amener, c'est l'innovation dans la façon de servir les clients. Oui, ça fait peut-être 50 ans que les gens font des choses de la même façon, mais peut-être le marché est assez grand et que les gens peut-être achèteraient plus si c'est que ça a été fait différemment. Et je pense que l'exemple palpable, c'est celui que j'ai pris là tout à l'heure. Pourquoi Starbucks est arrivé après que tous les autres existaient depuis longtemps et puis ils ont réussi à se positionner. Et dans le cas inverse aussi, pourquoi McDonald's, alors que tout le monde est revenu et puis s'est positionné dans la vente de café que McDonald's n'avait pas il y a 15 ans, et puis s'est positionné, rentré dans le marché de la vente du café et a positionné son café à moins de $1 et que ça réussisse. Donc, parfois, c'est que il faut que toi, tu saches pourquoi il viendra acheter chez toi. Donc, qu'est-ce que tu es en train d'offrir qui est spécial et qui est nécessaire et qui ferait qu'il viendrait acheter chez toi et pas chez les autres. Et c'est à toi de trouver cette chose-là dans ton idée d'entreprise, dans ton projet d'entreprise pour que tu arrives à bien te positionner. Alors, à la question de savoir où trouver l'information, justement, comment on trouve cette information quand on fait son étude? Il y a vraiment plein de places qui existent. Aujourd'hui, on a Google. Avec Google, vraiment, tu peux aller faire plein de recherches. Ils ont aussi des outils de recherche au niveau des keywords, pour que ils ont des outils de recherche approfondis. Je ne sais pas si vous connaissez tous les outils de recherche de Google, mais ils ont vraiment aussi des outils de recherche pour les entrepreneurs qui veulent des informations plus approfondies. Beaucoup de gens ne savent pas souvent, mais Google, c'est plus que juste quand tu fais Google et que tu as juste le premier cadre où tu peux aller vraiment en arrière pour explorer tout le site de Google pour voir tous les autres outils qu'ils offrent pour apprendre tout ce que tu veux apprendre sur le marché. Et ils sont là, que ce soit même au niveau des images, des vidéos et des statistiques et plein de données. La même chose au niveau de Facebook. Je ne sais pas si vous connaissez tous les outils qui sont de Facebook Market. Facebook Market a toutes sortes de données et je ne sais pas si vous avez jamais fait la publicité à travers Facebook. Vous savez que vous pouvez aller programmer et en essayant de savoir combien Facebook peut te donner les données sur combien, si tu veux viser des enseignants, combien peuvent être dans ta région, si tu veux viser telle catégorie, combien il y a dans ta région, ainsi de suite. Donc, ça peut te donner aussi plein d'informations. Dans les bibliothèques, bien sûr, traditionnellement, il y a toujours plein d'informations là-bas, des livres, des publications de recherche. Statistique Canada, si vous n'en avez rien d'autre, Statistique Canada, c'est un océan d'informations. Parce que Statistique Canada peut te donner des détails jusqu'à comme je disais là, le pouvoir d'achat, le niveau d'études, le niveau d'éducation dans tel foyer, par ville, par quartier, à travers tout le Canada. Tu peux savoir l'âge des gens, tu peux savoir tout ce que tu veux savoir. Statistique Canada passe le temps à collecter cette information-là. Et ils ont tout un département aussi pour ça. L'année dernière, quand on a fait les forums, ils sont venus 2 fois à ces forums-là parce que c'était une ressource importante qu'on voulait présenter aux entrepreneurs. Si vous avez besoin des données pendant que vous êtes en train de gérer votre entreprise ou avant que vous ne lanciez votre entreprise, c'est un département qui est là où vous pouvez commander, en fait, les données. Vous pouvez les appeler et puis dire qu'on a besoin de tel. Quand vous commandez les données, ils vont vous dire si ça va leur prendre 1 semaine ou 2 semaines pour les collecter pour vous et puis vous les envoyez. Et c'est vraiment, ils sont là pour ça. Vous les contactez, vous sortez toutes sortes de données que vous voulez. Donc, il y a aussi les universités, il y a des groupes témoins que vous pouvez organiser vous-même, réunir les gens pour tester ce que vous voulez tester et leur poser des questions, avoir leur réaction immédiate là. Vous pouvez aussi faire des sondages. Vous pouvez faire des sondages
que vous envoyez pour pouvoir recueillir de l'information. Vous pouvez tester les échantillons de ce que vous voulez faire pour pouvoir obtenir l'information. Comme je disais aussi, c'est vraiment les concurrents sont cette grande source d'information. Là, vous pouvez aller essayer d'apprendre tout ce que vous voulez apprendre par rapport à votre idée d'entreprise en observant le comportement chez les concurrents. Les photos de produits et les détails des descriptions sur leurs produits peuvent vous dire énormément sur ce que vous devez savoir. Les infos sur leur site Internet, leur page de réseaux sociaux, l'étendue de leur service à la clientèle, vous pouvez savoir leur présence sur le terrain, vous pouvez, peut vous dire énormément. Le niveau de succès de leur vente peut vous dire beaucoup. Les techniques diverses utilisées et les prix qu'ils pratiquent, ça peut vous donner énormément d'informations pour savoir comment vous allez vous positionner par rapport à ce marché-là. Et donc, ça, il y a plusieurs façons, mais ça, c'est un peu ce qui m'est venu en tête comme la façon d'obtenir l'information. Donc, pour mettre tout ça ensemble, qui est le roadmap, qui est comme la feuille de route, quand on veut faire une étude de marché efficace, une étude de marché ciblée, pardon, je ne sais pas si vous voyez très bien. La première étape, c'est vraiment, bien sûr, de prendre le temps de définir le marché, définir le produit ou le service et qui est son client cible et la concurrence. C'est d'abord de partir de là, de définir qui sont ces choses-là, qui sont ces gens et qui sont ces choses. C'est quoi ton produit, c'est quoi ton service, d'écrire qui est ton client cible. Mon client cible, c'est une femme de tel âge à tel âge qui est capable d'utiliser ce service, qui a besoin de ce service parce que X, Y, Z, et puis ou la concurrence. Et la concurrence, qui tu vois comme ton compétiteur immédiat. On a toujours une idée de qui est son compétiteur immédiat avant même qu'on se lance. Parce que généralement, quand on a une idée d'entreprise, on a un équivalent en tête. Si on veut être honnête avec soi-même, on a toujours quelqu'un en tête à qui on se compare et on se dit, ben, c'est par rapport à cette personne, moi, je veux me positionner, je voudrais faire mieux que ça. Et tu sais exactement qu'est-ce qu'il y a chez cette personne qui te motive tant que ça dans ton positionnement. Et donc, c'est très important de devoir aller, de définir ça à l'avance. Une fois que tu as défini ça, c'est là que la deuxième étape, donc, c'est de faire une recherche ciblée. C'est cette recherche-là qui va te permettre de collecter les données infodémographiques, statistiques, ainsi de suite, tester les échantillonnages et recueillir les réponses, visiter peut-être les sites des concurrents. Vous pouvez les visiter de façon anonyme, hein. Vous pouvez les visiter de façon, vous pouvez même vous passer pour une des façons, c'est d'ailleurs vous passer pour un client, allez carrément acheter. Parce que quand vous allez acheter chez le concurrent, ça vous permet de passer à travers tout le processus. Le processus, vous avez vu le produit, vous êtes allé, vous allez voir comment vous êtes servi, vous allez voir qu'est-ce qu'ils offrent d'autre, qu'est-ce qu'il y a derrière, ainsi de suite. C'est de bonne guerre, hein, l'entrepreneuriat. Et puis, vous devez le faire. Moi, j'encourage souvent les gens à le faire. Allez visiter les sites, poser des questions ou bien acheter le produit. Et ça vous permet d'aller à travers tout le processus. Et ça va vous indiquer mieux comment donc vous positionner. Une fois que vous avez collecté les données, la troisième phase, c'est vraiment d'analyser les données, établir les opportunités et les contraintes qu'il y a par rapport à ce marché-là. Et ça va vous permettre de dresser un tableau des forces et des faiblesses par rapport à votre projet d'entreprise. Et ça va commencer à vous donner une petite idée de où vous vous positionnez. Et quatrième étape, donc c'est là où vous allez établir les hypothèses et les stratégies possibles et le budget prévisionnel. Et comme j'ai dit, à ce stade-là, c'est là où vous vous asseyez maintenant, vous commencez à faire le travail. Vous avez collecté les données, vous les avez analysées, vous avez vu que oui, il y a un marché là. Oui, pour y aller, voilà ce qui va se passer. Et ça va être très important de prendre des bonnes décisions. L'exemple que j'aime souvent prendre, c'est par exemple l'exemple d'une dame qui a sa recette de biscuits. Et puis, elle crée des biscuits. Et puis, il se trouve que la clientèle qu'elle a détectée, c'est peut-être une école qui donne à manger, une école de 300 élèves, où les écoles de 300 élèves
chacune, il y a peut-être 4 ou 5 écoles dans son quartier, et puis qui reçoivent ceux qui ont besoin de ces biscuits-là pour mettre dans les boîtes à lunch parce que peut-être les écoles offrent le lunch. Mais curieusement, quand elle était, sa recette de biscuits était à base des arachides, parce que c'est ce qu'elle voulait faire. Mais quand tu es en train de faire ton étude de marché, parmi les données que tu as collectées, tu as trouvé que peut-être 3 sur 10 des familles dans ta localité où tu es souffrent, par exemple, d'une allergie aux arachides. Ce que ça veut, tu peux te dire que oui, il y a quand même 7 familles sur 10 qui restent. Mais la problématique quand même, c'est que tu sais que le comportement dans les écoles, c'est que s'il y a même un seul enfant qui a une allergie aux arachides, toute la salle de classe va interdire qu'il y ait quoi que ce soit un produit quelconque qui est proche des arachides. Donc, tu sais que ce genre de paramètres-là n'affecte pas que les 3%, les 3 sur 10 familles, pardon. Ce paramètre-là va en fin de compte affecter, a une probabilité d'affecter peut-être 9 sur 10 des familles. Parce que même si les autres familles n'ont pas d'allergie aux arachides, mais parce que ces familles-là sont susceptibles d'envoyer leurs enfants dans la même école, donc ça veut dire que ces enfants-là seront aussi interdits de manger ces biscuits aux arachides. Est-ce que ça veut donc dire maintenant que tu dois arrêter ton business, ne plus faire? Non. Ce que ça veut dire, c'est que tu dois faire le choix stratégique qui est peut-être à la place des arachides, tu remplaces ça peut-être par les bleuets ou par les quoi, strawberries, les framboises ou un autre fruit, ou c'est la vanille que tu vas mettre à la place, ainsi de suite. Et donc, c'est souvent comme ça qu'on utilise les données qu'on a pour faire des choix stratégiques. Comme j'ai mentionné, c'est pas que tu vas devoir abandonner. Il arrive parfois que j'avais pris l'exemple autrefois qui est quelqu'un qui est en train d'ouvrir un studio de yoga, par exemple, qui va offrir le yoga, la méditation. Il y a le lundi, de lundi à vendredi, c'est là que le studio est ouvert. Mais que tu as des données aussi qui te disent que peut-être dans la localité tu es, il y a peut-être 5000 femmes qui travaillent. Et quand elles travaillent par exemple de 9 heures, peut-être même qu'elles travaillent de 9 heures à 17 heures, mais après 17 heures, elles ont d'autres activités qui font que ce n'est que par exemple les fins de semaine où elles sont disponibles. Ou alors, tu as des données qui te disent que oui, il y a des gens qui sont là, mais le pouvoir d'achat est tellement faible que généralement, quand bien même ces femmes ont besoin peut-être de tes activités de yoga, mais commencent à voir que c'est très difficile de devoir dépenser, par exemple, 400 $ par année dans une membriété d'un truc de yoga, ou bien 100 $ par mois, ainsi de suite. Et qu'est-ce que tu fais? Mais par contre, c'est des gens qui parfois pourraient voir parce qu'ils n'ont pas le temps, ils peuvent peut-être le faire, comment dire, voir un produit qui est fini ou bien le prendre dans le confort de chez eux, ils peuvent pas venir chez toi, ou bien en leur temps libre, quand eux ils veulent, tranquillement. Et c'est ça qui va te permettre de décider que oui, il y a des gens qui vont venir à ton studio, mais peut-être il faut que tu développes l'autre aspect qui est une fois tous les 3 mois, tu crées une retraite. Tu crées une retraite où tu ramasses. Et là, ils vont pas avoir à venir en semaine. Ils ont le temps de planifier à l'avance, d'organiser leur emploi du temps, de pouvoir participer. Et en une fin de semaine, ils vont avoir assez d'heures qui vont pratiquement être l'équivalent de peut-être un mois de yoga, et puis tu vas mettre un programme, et puis peut-être à la fin de ça, s'ils participent à la retraite, tu vas leur offrir la possibilité de voir peut-être quelque chose que tu vas faire dans un vidéo qu'ils peuvent télécharger et continuer à utiliser à la maison, ainsi de suite. Et c'est juste des exemples un petit peu de comment, qu'est-ce qui fait souvent que parfois les gens vont prendre ce genre de décision, ce genre de choix stratégique. Parce que dans l'étude, la recherche qu'ils étaient en train de faire, il y avait des éléments à l'intérieur qui leur permettaient de voir que ben, peut-être le concept initial que j'avais, c'est pas comme ça que ça peut avancer.
mais il faut que j'ajoute ceci ou je modifie ici pour toujours aller desservir une clientèle qui existe et qui voudrait prendre mes produits, mes services, mais il y a peut-être une contrainte géographique, il y a une contrainte économique, il y a une contrainte personnelle qui fait que ils peuvent pas le prendre de la façon dont je suis en train de l'offrir. La même personne, de la même façon qu'il y a quelqu'un qui décide d'ouvrir un restaurant. Je reviens dans l'exemple que je prenais d'un restaurant qui fait des produits, qui présente peut-être une cuisine ethnique. Et que dans la cuisine ethnique, il se trouve que les gens qui ont besoin de ça sont peut-être là, mais ils habitent peut-être à 5 kilomètres, 10 kilomètres, ainsi de suite, et que c'est très difficile pour ces gens-là de concevoir, de venir chaque fin de semaine, de venir prendre de venir manger dans son restaurant. Est-ce que à ce moment-là, tu insistes quand même à faire un restaurant en disant, bon, ils vont arriver quand ils vont arriver, ou alors, dans tes choix stratégiques, tu peux planifier un service de take-out. Ajouter un service de take-out. Ça fait qu'ils n'ont peut-être pas le temps de partir de là où ils sont conduits 10 minutes pour venir s'asseoir. Après, quand ils ont fini de manger, ils doivent conduire pour se taper encore 10 kilomètres pour rentrer chez eux. Et puis, donc, ça fait qu'ils peuvent venir chercher leur nourriture, aller s'asseoir tranquillement chez eux et manger pareil. Ou peut-être c'est parce qu'ils sont très occupés et c'est pas évident pour eux d'avoir le temps, donc ils peuvent peut-être venir chercher ta nourriture pareil. Et c'est ça qui fait que dans les choix stratégiques, parfois quelqu'un va décider que au-delà du restaurant, ou bien je mets le restaurant, mais en fait je mets plus l'emphase sur le take-out que de mettre l'emphase sur les places assises. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est comme ça que l'information que tu vas obtenir va te permettre de vraiment d'établir des hypothèses et de faire des choix stratégiques qui vont te permettre de pouvoir te positionner sur le marché. La même chose qui se fait au niveau du prix. Parce que comme je disais, là, je prenais l'exemple de Starbucks. Je soupçonne ce qui s'est passé au niveau de Starbucks. Quand ils essayent de voir, ils se disent, ben, il y a une clientèle là qui veut aussi boire le café parce que tout le monde, les gens qui travaillent, aiment bien, sort du métro, sort de sa voiture, a son café, va au travail avec son café. Mais il y a une catégorie de gens et il y a une forte catégorie de gens là dehors qui veulent montrer que à partir, bon, peut-être hier, j'étais à un job qui était entry level. Aujourd'hui, j'ai eu une promotion et puis je veux aller me frotter les manches avec les gens qui sont au même niveau que moi, ou bien je veux avoir un service spécial qui est que quand je rentre, parce que quand tu rentres dans le McDonald's, tu sors de là, parfois tu sens les frites, tu sens la nourriture, tu vas à Tim Hortons, tu dois faire la queue pendant longtemps. Et que Starbucks a vu que il y a une catégorie des gens là pour 2 $ de plus, ils sont prêts à ajouter 2 $ de plus dans leur service, dans le service pour avoir le même café, mais parce qu'ils savent que quand le parfum avec lequel ils vont rentrer dans ce magasin, ils vont sortir de là sentant le même parfum, ou bien parce qu'ils veulent montrer que eux, ils ont assez d'argent maintenant, ils peuvent se permettre un café de 4 $. Et que pour eux, ils associent le café de McDonald's à un café de pauvres, des gens qui n'ont pas assez de moyens. Et que pour ces gens-là, c'est très important de montrer que j'ai des moyens et je peux me permettre. Et que c'est ce service-là. Et il y a des gens qui payent pour ça. Et donc, ça devient, tu comprends que quand tu te positionnes au-delà du café, tu es en train de vendre l'image. Et que c'est pour l'image que les gens payent, en fait, pas pour le café. Parce que le café, tu peux l'acheter, chauffer chez toi et le boire. Et c'est pour cette image-là qu'ils sont en train de payer. Et c'est à toi de voir, donc, si c'est ce besoin que tu veux aller combler, il faut que tu te positionnes et il faut que le prix suive par rapport à ça. Et c'est ça qui te permet de faire dans ces choix stratégiques. Et c'est vrai que vous voyez souvent que parfois il peut avoir, tu dis, mais c'est le même service, il se vend à tel prix là-bas, de l'autre côté, c'est tel autre prix. Et comment tu vas te positionner donc par rapport à ça? Et c'est ça ce qu'on appelle faire des choix stratégiques. C'est pas forcément que tu vas abandonner. Mais il peut aussi arriver qu'à la fin, l'information que tu as collectée te permet de voir que peut-être que ton idée n'est pas faisable pour l'instant. Parce qu'il peut arriver que peut-être pour ton idée, ce que tu as trouvé sur le marché, c'est que
pour que tu te lances, il faut que tu aies une certification que tu n'as pas pour l'instant et que pour obtenir cette certification, peut-être ça prend 2 ans de formation. Donc, il faut que tu bloques d'abord 2 ans d'aller chercher cette certification parce que sans cette certification, tu n'auras pas le permis d'opérer. Et donc, ton idée ne peut pas se faire pour l'instant. Il faudrait que ça attende 2 ans, ainsi de suite. Donc, il y a toutes sortes de choses qui arrivent quand on collecte les données, quand on les analyse. Et qu'est-ce que ça va te donner? Mais l'idée, c'est toujours que derrière ça, ça va te permettre de faire des choix importants et puis de pouvoir y mettre les hypothèses d'à quoi ton business peut ressembler. Peut-être il faut que j'aille de tel côté. Peut-être il faut que j'ajoute X, Y, Z service là-dedans. Ou bien peut-être que moi, je n'avais pas pensé à celui-ci, mais plus je suis en train de lire, plus je me rends compte que les gens qui viennent, par exemple, je prenais l'exemple dans un autre webinaire de garage automobile, je me rends compte que les gens qui viennent pour faire réparer le moteur, en fait, c'est des gens qui ont aussi besoin de changer l'huile dans leur voiture, qui ont besoin aussi de changer leurs pneus, ainsi de suite. Donc, c'est des services que je dois ajouter là dans mon service de réparer les moteurs des voitures. Parce que tu vois, une fois que la personne est là pour faire réparer sa voiture, tu peux en fait ajouter quelques sous, quelques dollars ici, là, parce que le même service va être juste là en même temps. Et parfois, c'est ce que le marché nous apprend, qui nous permet donc de mettre notre business en place de la façon la plus efficiente possible, qui nous permet d'être efficace dès le lancement et de pouvoir assurer la rentabilité et la viabilité de notre entreprise. Quand on a toute cette information, ça te permet de fixer le bon prix, ça te permet de bien savoir comment ton produit doit être, même comment tu dois le fabriquer, comment il va falloir l'emballer. Est-ce que là où toi tu voulais te casser la tête, est-ce que ça sert à quelque chose? Peut-être que ça ne sert à rien et que peut-être il faut que le produit soit plus simple que tu ne pensais. Ou alors peut-être il faut que tu fasses attention à ça et ça et ça. Peut-être qu'il y a un aspect de conservation du produit, l'expiration du produit, il faut que tu vérifies. Peut-être que comment dire, il faut que quand tu ouvres le produit, il faut qu'il y ait d'autres éléments supplémentaires. Peut-être qu'au moment où tu es en train de mettre le produit en place, il faut que tu planifies le service après-vente. Parce que les gens qui prennent le produit ont besoin, téléphone tout de suite pour savoir comment il faut peut-être le monter, comment il faut le mettre en place, comment il faut l'utiliser. Et que ça, tu n'y as pas pensé, il n'y a personne là pour répondre au téléphone, ou bien les clients t'appellent et tu commences à dire, ah, il me dérange, pourquoi ils ne savent pas lire, ainsi de suite. Mais que peut-être c'est très important ce service à la clientèle pour la réussite de ton business, ainsi de suite. Peut-être que au moment où tu te lances, il faut que tu développes une brochure et que tu expliques qu'est-ce qu'il y a, ainsi de suite, ainsi de suite. Et dans le budget prévisionnel aussi, ça va te permettre de mieux savoir quels sont les coûts? Parce qu'il y a souvent certains coûts cachés, isolés, auxquels on n'a pas pensé. On peut savoir que si je lance, par exemple, je reviens à celle qui doit faire les biscuits. Si je dois, par exemple, produire 300 biscuits, combien de temps ça va me prendre? Et si mon four ne peut prendre que 24 biscuits à la fois, ça va me prendre combien d'heures? Est-ce qu'il va falloir que j'ai un autre four? Ou celui-là, là, si je dois utiliser celui que j'ai, où je ne peux pas mettre que des plaques de 24 heures qui peuvent prendre que 24 biscuits. Donc, pour que je produise des biscuits pour 300 élèves, là, ça va me prendre quoi, 2, 3 jours ou bien ainsi de suite. Et donc, mais s'il faut maintenant un four supplémentaire, combien ça coûte? Est-ce que j'ai de l'argent pour l'acheter? Est-ce qu'il faudrait que j'aille chercher de l'argent? Et c'est généralement là où le bas blesse parce que les gens se lancent sans avoir vérifié. Et c'est quand ça coince qu'ils courent maintenant chez peut-être la banque pour essayer de chercher l'argent. Mais vous savez quoi? Quand vous débarquez auprès de la banque à ce stade-là, parce que vous vous étiez lancé, et c'est là que vous avez réalisé que, oh, mais j'ai des clients qui sont prêts à acheter, mais ce qui me manque, c'est de l'argent. Parfois, ils vous refusent parce que la question du banquier, c'est que comment ça se fait que tu n'as pas anticipé à l'avance qu'il te faudra ça? Donc, pour eux, ils voient très rapidement quelqu'un qui n'a pas fait ses devoirs avant de se lancer, quelqu'un qui n'a pas fait ses recherches.
Parfois, c'est les raisons pour lesquelles ils vous refusent. Parce que tout ce qu'ils voient chez toi, c'est le risque, c'est le risque, c'est le risque. Parce que si tu n'as pas fait tes devoirs avant de te lancer, comment ils sont sûrs que en te donnant de l'argent, ils vont avoir le retour sur leur investissement sur toi? Et on ne se rend pas compte que toi, tu es souvent enthousiaste à aller vers le banquier en disant, mais je vais lui montrer que j'ai un client qui est prêt à payer. Et puis, mais il me manque juste ceci pour pouvoir acheter peut-être tel appareil qui est capital pour que je puisse satisfaire ce contrat-là. Et le banquier, lui, se demande, mais comment c'est maintenant que tu te rends compte qu'il te fallait cet appareil? Et parfois, c'est ce genre de petites choses qui manquent, qui font que on se retrouve bloqué. D'où l'importance vraiment de prendre la peine de faire son étude de marché et de pouvoir aller confirmer ces questions-là, se poser des bonnes questions, aller chercher les réponses à ces questions, avoir les éléments qui te permettent de bien solidement construire ton projet d'entreprise et de pouvoir le lancer comme il faut. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Non, je ne vois pas d'autres questions. Alors, moi, c'est ce que je devais partager avec vous aujourd'hui. Euh, on continue d'être là. Bien sûr, on peut aller avec plusieurs détails, encore plus en détail, mais là, ça devient suivant des questions du cas par cas, comme je dis, entrepreneur par entrepreneur. C'est à vous donc, si vous avez des questions dans votre cheminement, de faire votre étude de marché et n'hésitez pas à nous appeler 905-366-1017. On est là pour vous accompagner, on est là pour pouvoir répondre à vos questions et de pouvoir vous appuyer. Si c'est que vous vous étiez déjà lancé, vous l'avez pas fait, c'est pas grave. On dit souvent vaut mieux tard que jamais. C'est bien de se donner la peine encore de s'asseoir maintenant et de refaire cette étude-là ou de, comme ça fait que tu vas recalibrer ton business et te mettre sur la bonne voie et de pouvoir avancer comme il faut dans le processus technique même de faire l'étude de marché. Ça, c'est vraiment, comme j'ai dit, du cas par cas. C'est chaque personne qui doit établir les bonnes questions qui sont appropriées à ton idée d'entreprise. Et là, si à n'importe quel moment, vous avez besoin d'aide là-dessus, il ne faut pas hésiter à appeler. Et s'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous souhaiter une excellente réussite dans vos projets d'entreprise. Et n'oubliez pas, on est là pour surveiller nos salons. Si vous aimez notre page Connectu Canada, page Facebook, mais quand vous êtes inscrit, on vous enverra l'information sur les activités à venir. On va lancer le site, la plateforme en ligne la semaine prochaine. Vous, parce que vous avez participé, vous avez le droit de vous inscrire gratuitement et donc de pouvoir partir de là, utiliser vraiment les services qu'on va mettre à votre disposition. Au mois de septembre, on va commencer une série de présentations plus pointues pour la commercialisation. Donc, comment faire affaire avec Shopify. Si vous voulez avoir une boutique en ligne à travers Shopify, comment faire affaire, on a déjà négocié avec un directeur de Shopify qui va pouvoir être là pour expliquer. Le mois d'après, ça va être Amazon, je crois, et le mois d'après, là, Facebook, Instagram. Et puis, on va continuer à faire ce genre de série. On a aussi une série qui arrive à l'automne qui est comment faire affaire dans des pays différents parce qu'il y a beaucoup de catégories d'entrepreneurs qu'on a rencontrés qui ont des produits qui doivent se vendre à l'international. Mais parfois, on pense peut-être à son pays d'origine, mais il y a d'autres pays qui sont autour de nous, comme en Amérique latine, ou ici, là aussi, en Europe, où c'est possible de faire affaire. Et puis, on va avoir des sessions spécifiques là-dessus. Donc, continuez de nous suivre. Le programme sort est vraiment là pour vous. Et n'hésitez pas à faire appel à nous et n'hésitez pas à l'utiliser. Bonne chance dans vos projets et à bientôt.